Bonjour, nous sommes au musée Tchernouski, le musée des arts de l'Asie de la ville de Paris, et nous sommes aujourd'hui réunis pour visiter ensemble l'exposition Chine, empreinte du passé, montée avec le musée du Zhejiang. Alors, à l'occasion de cette exposition, nous nous posons une question: comment les Chinois considéraient leur passé? Quel est cet héritage qu'ils ont reçu de l'Antiquité et qu'ils ont redécouvert entre la fin du XVIIIe et le début du XXe siècle? Alors, en Chine, tout commence avec cette écriture très singulière, l'écriture chinoise, qui a ensuite donné lieu à l'éclosion d'un art majeur qui est la calligraphie. C'est pourquoi, au moment où les Chinois se sont penchés sur leur passé, qu'ils ont regardé leur patrimoine, eh bien, ils ont regardé en premier deux types d'objets qui sont ceux sur lesquels avaient été écrits les tout premiers caractères. Il y avait d'une part des stèles en pierre, et d'autre part des vases rituels en bronze. Et c'est pourquoi ils ont nommé cette étude du passé l'étude de la pierre et du métal. Nous allons donc commencer notre visite en regardant de plus près ces objets gravés dans la pierre, et puis ensuite nous irons du côté des bronzes rituels, toujours avec un fil rouge, une technique peu connue et pourtant tout à fait étonnante, qui est l'estampage ancré. Alors cet estampage ancré, c'est une technique qui consiste à se saisir d'une feuille de papier, à l'humecter, à l'apposer sur l'objet dont on souhaite reproduire la surface, et une fois que, en séchant, le papier a pénétré à l'intérieur de tous les reliefs de l'objet, on applique un tampon ancré et de manière très saisissante, tous les textes, tous les détails ressortent en blanc à l'intérieur de ce fond ancré très sombre. Alors, depuis de nombreuses années, se posait la question de savoir comment en Chine avaient été vécus ces phénomènes artistiques que l'on appelle le plus souvent des phénomènes de renaissance. C'est-à-dire comment la découverte d'un objet ancien pouvait générer une création nouvelle. Donc, cette question longtemps posée, nous avons enfin pu y répondre aujourd'hui avec une collaboration majeure avec le musée de la province du Zhejiang, un immense musée avec de grandes collections qui se situe dans la ville de Hangzhou, dans le centre-sud de la Chine. Alors, nous allons pénétrer dans un instant dans l'exposition, et derrière moi se trouvent deux portes en pierre. Elles datent de la dynastie des Han, elles ont donc près de 2000 ans, et elles ouvraient autrefois un tombeau. On voit à la surface de ces pierres un motif qui est un motif animalier qui représente deux tigres affrontés. Et donc ce motif, il apparaît en léger creux, et effectivement c'est grâce à l'estampage qu'il se révèle à la vue, et nous allons découvrir d'autres objets révélés par l'estampage à l'intérieur de notre parcours. Je me trouve à présent à côté d'un grand estampage qui reproduit une inscription de l'époque des Han. Nous sommes donc en face d'une inscription qui a près de 2000 ans, et nous trouvons effectivement que ces caractères chinois, ils sont assez différents de ce que nous avons l'habitude de voir quand nous sommes confrontés à une page écrite en chinois. En effet, les caractères sont de taille et d'aspect très divers. Ils semblent un petit peu danser sous nos yeux. Ils ont en effet été gravés non pas sur une stèle parfaitement polie, mais sur une surface rugueuse qui est en fait la paroi rocheuse d'une montagne. L'histoire de cette inscription nous emmène jusqu'au fond de la province du Sichuan, le long d'une route de montagne, puisque en effet, cette inscription, elle commémore la réalisation d'une route et d'un tunnel
dans une région extrêmement difficile d'accès. Alors, malgré ce côté reculé, l'œuvre a été redécouverte sous la dynastie des Song. C'est sous cette dynastie que la discipline qu'on appelle l'épigraphie ou bien l'étude des inscriptions sur métal et sur pierre. Donc c'est donc au XIe siècle que ces disciplines voient véritablement le jour. Pour la première fois, ces intellectuels, les lettrés chinois, se penchent sur le passé avec un regard qu'on pourrait appeler scientifique, c'est-à-dire qu'ils vont à la recherche des inscriptions anciennes, ils les collectent dans le but de pouvoir écrire l'histoire, ou plus exactement corriger l'histoire, puisque celle-ci a été écrite et transmise depuis des siècles. Donc nous sommes dans une perspective que l'on pourrait appeler déjà archéologique, si ce n'est que ces intellectuels, les lettrés chinois, ne vont pas faire de fouilles au sens moderne du terme. Alors cette discipline fondée au XIe siècle, qui déjà donne lieu à des publications, des catalogues en particulier de bronze et de stèles, elle va renaître et connaître son apogée entre le XVIIIe et le XXe siècle. Et ici, nous avons sous les yeux ce qui a été peut-être l'outil principal de toutes ces collectes de vestiges antiques, c'est-à-dire des estampages. Alors, l'estampage ancré que nous avons sous les yeux, il est donc le reflet de cette quête intellectuelle, mais il est aussi en soi un objet d'art, c'est-à-dire qu'il y a des enjeux esthétiques très importants avec la redécouverte des écritures anciennes, étant donné que la calligraphie en Chine est peut-être l'art majeur. C'est quelque chose qu'il faut toujours garder en tête, c'est que découverte du passé rime toujours avec création et avec créativité dans le domaine de la calligraphie, mais aussi de la peinture et puis progressivement de tous les arts. Alors autour de nous, nous avons d'autres types d'estampages. Celui qui est à côté de moi, c'est une simple feuille de papier qui a été apposée sur la paroi, mais nous avons aussi des estampages qui ont été montés en rouleau. Alors le rouleau, qu'il soit vertical ou horizontal, c'est le format classique sous lequel étaient conservées peinture et calligraphie dans la Chine ancienne. Et le fait qu'on ait aussi monté en rouleau des estampages montre bien que ceux-ci étaient considérés comme des vestiges du passé tout à fait importants. En effet, de très bonne heure, les lettrés chinois ont réalisé que l'estampage permettait de fixer l'état de conservation d'une œuvre. Cette œuvre, elle peut parfois disparaître, ou bien, même si elle ne disparaît pas, avec le temps, elle va s'user. En particulier, ces inscriptions qui se situent sur la paroi d'une montagne, sur une stèle, elles vont s'éroder avec le temps, mais l'estampage conservé dans une bibliothèque, il va lui conserver l'aspect original de cette inscription, et c'est de cette inscription originale que vont s'inspirer les calligraphes. Et donc nous avons ici l'un de ces estampages dans la première salle qui a été monté en rouleau. Il a été réalisé par un personnage majeur dont nous reparlerons, le moine Liuzhou, qui était une personnalité extraordinaire, douée de multiples talents, dont celui de faire des estampages. Et avec cette œuvre du moine Liuzhou, on a le témoignage d'une inscription qui remonte aussi à l'époque des Han. Cette œuvre, elle a été découverte au XIXe siècle, mais elle a aussi été perdue au XIXe siècle. Si bien qu'aujourd'hui, la pierre originale, il ne reste rien d'elle. Mais nous avons heureusement le rouleau avec cet estampage réalisé par le moine Liuzhou. Sous le règne de l'empereur Tianlong, de grands projets encyclopédiques ont été réalisés. Et en ce qui concerne les vestiges du passé, l'empereur, qui s'intéressait beaucoup à sa collection de bronze antique, a fait réaliser un catalogue qui recensait près de 1500 de ces bronzes. À la suite de cette période brillante, les intellectuels, en particulier les lettrés fonctionnaires, qui étaient en poste dans toutes les provinces de l'Empire, ont eu souvent à cœur de poursuivre cette quête du passé. Et l'un d'entre eux, Huang Yi, en 1786, redécouvre un site tout à fait important, celui où se trouvait l'hôtel du Wuliangce. Il s'agit d'un site funéraire où se trouvaient 3 chambrettes votives qui se trouvaient à proximité de tumulus. Alors, ces chambrettes votives, elles étaient ornées de bas-reliefs et
bientôt, grâce au travail de Huang Yi, eh bien, des estampages représentant ces bas-reliefs vont commencer à circuler parmi les cercles de lettrés qui se passionnent pour l'Antiquité. Désormais, ce ne sont plus seulement les inscriptions qui sont au cœur de ces recherches, mais aussi les images. Et les images qui proviennent du Wuliangzi, elles sont remarquables parce qu'elles sont historiées. Et donc, on peut reconnaître par exemple les grandes figures mythiques, des figures fondatrices de la Chine, mais aussi un ensemble de représentations beaucoup plus concrètes qui représentent des épisodes historiques. Et à chaque fois, chacun des protagonistes est identifié de manière bien précise dans un cartouche qui accompagne la scène. Alors, Huang Yi est véritablement un savant. Il va s'attacher à identifier, à comprendre chacune de ces scènes et il va publier ses recherches. Nous avons ici donc exposé à proximité de ces estampages des livres de Huang Yi, mais aussi des peintures, parce que l'homme était à la fois un savant, mais aussi un calligraphe et aussi un peintre. Et avec son style, qui est un style très dépouillé, il a réalisé notamment des albums qui relatent le cadre de ses découvertes, avec également des annotations qui en précisent le sens. Alors, une fois découverts ces objets antiques, une fois réalisés ces estampages, parfois il se trouve que les lettrés ont procédé au déplacement de ces objets afin de les mettre en sécurité. Alors c'est aussi le cas de deux grandes sculptures de l'époque des Han qui ont fait l'objet d'estampages et on retrouve ces grandes figures de gardiens qui étaient positionnés à proximité d'un tombeau ancien et ils sont ici ornés chacun de grandes inscriptions et ces inscriptions monumentales participaient à l'importance de cette découverte. Et donc ici, ces deux gardiens, ils ont été placés à la fin du XVIIIe siècle dans l'enceinte du temple de Confucius de Tufu, le principal temple de Confucius de Chine. Et comme ces lieux étaient non seulement des lieux de culte, mais aussi des lieux d'études, ces objets y ont été bien préservés, ils ont fait aussi l'objet de recherches, et aujourd'hui encore, on peut les retrouver si l'on se rend à Tufu, dans le temple de Confucius. Avec les stèles, les bronzes antiques sont les principaux objets d'étude de nos lettrés archéologues. Ces bronzes, qui sont des objets en 3 dimensions, constituent un défi en termes de reproduction. Et c'est pour répondre à ce défi que dans les premières décennies du XIXe siècle va apparaître ce que l'on appelle parfois l'estampage intégral, qui permet de représenter un objet en 3 dimensions sous toutes ses faces. C'est quelque chose d'assez étonnant que de penser qu'après avoir utilisé la technique de l'estampage pour reproduire des stèles en 2 dimensions pendant plus de 1000 ans, eh bien, les lettrés chinois vont d'un seul coup modifier cette technique pour l'adapter à la représentation d'un objet en 3 dimensions. Et cela va précisément avoir lieu au moment où la photographie est inventée, comme si photographie et estampage intégral répondaient à une même demande, une même exigence intellectuelle de pouvoir contempler un objet antique sous toutes ses faces afin de pouvoir le comprendre complètement. Le moine Liu Zhou, un personnage dont j'ai déjà parlé, eh bien, va être l'un des inventeurs de cette technique et nous en avons quelques exemples derrière moi. L'estampage en 3 dimensions, eh bien, c'est tout d'abord quelque chose qui épouse la surface de l'objet. On voit en particulier une attention portée au décor, mais aussi une attention égale portée à l'inscription. Et tout cela se complète par évidemment un effet de perspective qui va permettre de donner le sentiment du relief. Alors en même temps, eh bien, c'est un objet créatif. On voit que Liu Zhou a fait des choix qui sont des choix artistiques. Par exemple, sur le 2e rouleau qui se trouve à côté de moi, on a un vase qui a été représenté sur ses 2 faces. Et tout particulièrement, on remarque son couvercle. Le couvercle est d'abord posé au premier plan, à côté de l'objet,
Et puis, sur le second estampage, le couvercle il est renversé d'une manière assez spectaculaire, presque un petit peu dramatique, et cela permet de mettre en avant évidemment ce qui passionne les lettrés archéologues, à savoir l'inscription. En même temps, à côté, eh bien, il y a de nombreux commentaires qui précisent notamment le titre de l'œuvre, sa datation, de quelle collection il provient, puisque nous sommes encore dans une période à laquelle il n'y a pas de musée en Chine. Ce sont donc les collectionneurs qui mettent à disposition leur collection pour qu'elle soit reproduite par estampage et puis sans doute par la suite incluse à l'intérieur de plus vastes publications qui vont permettre justement de produire la connaissance. Au sein de notre exposition, nous avons cherché à confronter estampage avec les objets antiques. Et donc ici, nous avons deux vases de bronze qui datent de l'époque des Zhou, c'est-à-dire aux alentours de 1000 avant notre ère. Ils sont tous les deux porteurs d'inscriptions et quand on s'approche, on s'aperçoit que ces caractères ne sont pas facilement lisibles. Et cela permet vraiment de comprendre que l'estampage est aussi une véritable révélation d'un caractère qui parfois était fort difficile à comprendre. Il y avait des enjeux non seulement historiques, mais aussi des enjeux linguistiques, découvrir de nouveaux caractères, essayer d'établir leur sens. Tout cela était aussi quelque chose de très important pour les lettrés chinois qui étaient en train finalement de redécouvrir les origines de leur écriture. Mais qui sont ces hommes qui sont à la recherche du passé? Quelle est leur identité? Alors effectivement, ils peuvent occuper des places assez différentes au sein de la société de leur temps. Par exemple, nous avons le cas de Zhuang Yuan, qui est un lettré, qui est aussi un haut fonctionnaire, donc quelqu'un qui va administrer un vaste territoire et qui, à côté de ses tâches de gestionnaire, va pouvoir lancer de vastes collectes, des grands mouvements de recherche et de publication de tous les vestiges qui sont conservés au sein de ce territoire. Il peut y avoir aussi d'autres intellectuels qui ont fait le choix de ne pas poursuivre cette carrière de haut fonctionnaire, mais plutôt de rester des savants, des collectionneurs, des gens qui, toute leur vie, se rendent sur le terrain et essayent de comprendre tous ces vestiges du passé. Il y a aussi des moines savants, moines bouddhistes, comme le fameux Liu Zhou, qui est lui-même donc un épigraphiste, mais aussi un peintre, un calligraphe, un graveur de sceaux, pour ne citer que quelques-uns de ses multiples talents. Dans cette partie de notre exposition, nous avons différents portraits de ces personnalités majeures. Nous avons le fameux moine Liu Zhou avec un portrait véritablement extraordinaire. En effet, l'homme a choisi de se faire représenter en miniature, d'une dizaine de centimètres de hauteur, et ce pour être à l'échelle de l'objet de son étude, à savoir une lampe à huile de l'époque des Han. Et donc, nous avons ici sous les yeux un rouleau, il n'est pas très long, et finalement c'est une toute petite histoire qui nous est racontée, celle de la découverte de cet objet par Liu Zhou. Il lève les yeux, découvre une inscription, et puis ensuite nous avons une deuxième vue de l'objet. Cette fois, la lampe est retournée et nous voyons à nouveau le savant penché sur l'inscription. Il est peut-être en train de gratter les caractères avant de faire un estampage qui va en révéler les moindres détails. C'est donc une représentation extrêmement vivante de finalement la recherche en train de se faire. À côté de cela, nous avons d'autres types de portraits, un portrait aussi extrêmement vivant, dû au pinceau d'un des plus grands peintres de son temps, qui est le peintre Fei Danxu. Et nous voyons ainsi Zhang Tingti, déjà âgé, assis sur un fauteuil en compagnie d'un jeune homme, son neveu, et aussi d'un enfant, cet enfant dont les yeux pétillent. Donc nous avons ici ces trois personnages qui sont un petit peu une représentation des trois âges de la vie. Et le peintre Fei Danxu accompagne cette peinture d'une note
un peu nostalgique puisqu'il nous apprend qu'après avoir séjourné avec ces 3 personnes, eh bien quelques mois plus tard, il apprend que l'enfant et le jeune homme sont tous les 2 décédés et que seul le vieillard est encore de ce monde. Et puis enfin, nous avons une représentation qui est davantage un portrait commémoratif, qui est une représentation de Zhuang Yuan, qui avait été gravée sur une stèle à l'intérieur d'une académie dont il était le fondateur. Et ici encore, comme souvent en Chine, le commentaire qui accompagne l'œuvre est extrêmement signifiant, puisqu'au bas de cet estampage, on trouve quelques mots d'un immense réformateur qui s'appelle Liang Qichao. Et effectivement, à la fin du XIXe siècle, Liang Qichao faisait partie de ces grands intellectuels qui voulaient réformer la Chine. Et ce n'est pas un hasard si ces personnes ont été influencées par la critique textuelle. En effet, en recherchant les objets anciens, en mettant au jour les inscriptions anciennes, on pouvait aussi bien réécrire l'histoire que réécrire les classiques et donc s'interroger sur le sens du gouvernement, le sens de l'histoire. Au cours du XIXe siècle, les savants, épigraphistes, archéologues, progressivement, eh bien, ils élargissent le champ de leur recherche. Ils ne se contentent plus d'étudier les stèles en pierre ou les vases en bronze. D'autres matériaux vont les intéresser, y compris des matériaux plus périssables, des matériaux moins nobles, comme par exemple la terre cuite. Donc nous avons les briques, les tuiles, qui deviennent aussi des vestiges qui intéressent les lettrés chinois. Alors nous avons parfois de grandes briques historiées, et puis il y en a d'autres qui sont de taille plus modeste, mais qui vont aussi les intéresser beaucoup, puisqu'elles sont porteuses d'inscriptions, en particulier de dates, qui vont permettre d'écrire l'histoire de l'évolution de l'écriture, qui est aussi quelque chose qui les passionne. Une fois que le champ s'élargit, eh bien, il y a des briques, des tuiles, mais aussi des miroirs, mais aussi des monnaies, mais aussi des amulettes. Tout objet antique, surtout s'il est porteur d'une inscription, peut rentrer dans le champ de la recherche. C'est quelque chose aussi qui va intéresser beaucoup le moine Liuzhou, qui va être à l'origine d'une de ses principales inventions, j'ai envie de dire presque son chef-d'œuvre. Cette œuvre, c'est finalement le résultat d'une accumulation incroyable. Sur une seule feuille de papier, eh bien, Liuzhou réalise plusieurs dizaines d'estampages, les uns à côté des autres, les uns sur les autres. Et effectivement, on retrouve dans cette œuvre qui s'appelle Bai Sui Tu, donc l'image de la longévité centenaire, eh bien on retrouve dans cette œuvre à peu près tous les objets qui pouvaient intéresser des spécialistes de l'Antiquité chinois de cette époque. Et d'ailleurs, on en trouve même d'autres qui montrent que Liuzhou a vraiment cherché à repousser le plus possible les frontières chronologiques de son travail. Il faut citer quelques objets que l'on retrouve dans cette composition très étrange. Il y a bien sûr des inscriptions sur bronze, des inscriptions sur briques, sur tuiles, toutes sortes de monnaies antiques. Il y a même aussi des armes, on a un mécanisme d'arbalète et il y a aussi un objet tout à fait amusant. Eh bien, il s'agit d'un kopek, une pièce russe datée de 1808 et donc un objet qui n'est ni véritablement antique, quasiment un objet contemporain pour le moine Liuzhou et un objet bien sûr qui n'appartient pas à la sphère du patrimoine chinois. Donc ici on voit qu'il y a à travers cette composition quelque chose de tout à fait neuf. Évidemment, puisque ces lettrés sont des hommes de la typologie qui travaillent à placer ces objets dans un certain ordre chronologique, à les dater, et ici au contraire tout est représenté pêle-mêle et tout cela finalement brouille un petit peu nos repères. Et la seule chose à laquelle on puisse se rattacher, quelque chose auquel on puisse comparer cette œuvre, eh bien on penserait plutôt à un collage cubiste réalisé ici en Europe au début du XXe siècle. Or nous sommes en Chine dans les années 1830 et l'auteur de cette œuvre est le moine Liuzhou.
Alors, cette œuvre est en partie une énigme et en partie, nous avons aussi quelques clés, notamment grâce à son titre. Parce que, comme souvent en Chine, le titre est aussi une sorte de jeu de mots. La longévité centenaire, c'est un jeu de mots sur le mot sui qui peut aussi bien signifier année que signifier fragment. Et donc en représentant cette accumulation de fragments, le moine Liuzhou, il évoque une longévité centenaire et cette œuvre, eh bien, elle peut être offerte de préférence à un collectionneur, épigraphiste, pourquoi pas à l'occasion de son anniversaire. Nous nous trouvons actuellement au cœur de notre exposition, à un point pivot, puisque nous avons jusqu'à présent découvert beaucoup d'objets du passé. Nous avons aussi découvert la manière dont les Chinois de l'ancien temps appréhendaient ces vestiges. Et ici, et pour toute la fin de notre exposition, eh bien, nous découvrons plutôt la manière dont les objets anciens ont modifié le regard et finalement amené à la création de formes totalement nouvelles. Comme en Chine, eh bien, la calligraphie joue un rôle central parmi les arts, eh bien, nous commençons par l'influence de ces inscriptions anciennes sur les calligraphes du XIXe siècle. Donc autour de nous, nous avons tout un ensemble d'œuvres qui ont été influencées par des stèles anciennes. Et évidemment, comme tout mouvement artistique, il y a eu un moment théorique. Et l'auteur d'une théorie qui a joué un rôle très important, c'est justement Zhuayuan, nous avons déjà parlé de lui, et il propose un changement de modèle. Pendant des siècles, les calligraphes ont suivi l'enseignement des œuvres de Wang Xizhi. Cela a donné lieu au développement de cette belle calligraphie très élégante, avec cet art qui évidemment profite de toutes les ressources de souplesse du pinceau chinois. Et maintenant, voilà que Zhuayuan propose un autre modèle. Ce modèle, c'est celui des stèles anciennes, celui des caractères archaïques, de ces formes rudes, pleines de force, mais aussi des formes qui apparaissent très en rupture avec la belle calligraphie qui jusqu'alors était considérée comme le canon. Et donc nous avons ici l'entrée dans un monde nouveau, avec d'une part un ensemble d'œuvres qui sont des œuvres de Zhuayuan, des œuvres du moine Liuzhou, qui s'inscrivent dans un genre qu'on appelle le genre des sentences parallèles. Et puis nous avons des compositions plus importantes, plus majestueuses, comme un ensemble de 4 rouleaux qui sont dus au pinceau du grand calligraphe He Shaoti et qui se trouve derrière moi. Alors, comme l'art de la calligraphie et l'art de la gravure de sceau vont de pair, nous trouvons au cœur de cette salle un ensemble de sceaux qui ont été gravés par différents calligraphes dont on retrouve les œuvres au pinceau dans la même salle. Et puis enfin, avant de quitter cette salle, on peut remarquer une œuvre un petit peu différente de toutes les autres. En effet, elle a pour modèle non pas une stèle antique, mais un bronze antique. C'est-à-dire qu'elle se réfère à des modèles encore plus anciens. Et ici, on peut véritablement sentir la manière dont derrière le caractère, derrière le signe écrit, il y a aussi une image. Et c'est le propre de cette écriture chinoise d'avoir cette composante pictographique qui nous permet de deviner l'image derrière le signe. La découverte de l'Antiquité, dans un premier temps, transforme la calligraphie. Et dans un second temps, elle va transformer la peinture. Et cela va se voir de manière évidente, manifeste, puisque les peintres vont directement peindre sur les estampages. Alors encore une fois, c'est le moine Liuzhou qui est l'inventeur de cette petite révolution visuelle que constitue l'intervention directe du peintre sur l'estampage.
Alors il le fait avec une œuvre collective tout à fait étonnante puisqu'il va utiliser des briques et il va les répartir tout au long d'un rouleau horizontal, faire une composition savante de vases et de ce qui s'apparente à des petits bonsaïs. Et puis ensuite il va inviter 7 peintres différents à prendre le pinceau pour compléter cette belle peinture. Donc nous sommes dans les années 1830 et apparaît cette nouvelle forme d'art. Évidemment, le courant antiquaire prend de l'importance et vers 1900, il est à son apogée. Et on voit donc celui qui est peut-être l'artiste majeur de cette période, Wu Changshuo, qui est à la fois calligraphe, peintre, graveur de sceaux. Eh bien, on le voit s'emparer de cette technique avec une composition monumentale que nous exposons ici, un des chefs-d'œuvre du musée du Zhejiang. Et il représente 2 vases tripodes, des vases antiques qui ont 3000 ans. Il le représente sous forme d'estampage et il en fait surgir une effloraison de prunus et de pivoine. Cette œuvre marque l'apogée de ce mouvement. Elle en est un petit peu aussi le manifeste, puisque on voit surgir des fleurs nouvelles, des fleurs modernes de l'Antiquité la plus reculée. C'est une renaissance. Et nous en avons aussi un équivalent dans le domaine du portrait, avec cette œuvre très frappante, très étonnante, où l'on voit justement Wu Changshuo représenté par 2 de ses élèves. Il a été représenté sous la forme d'un saint du zen, Bodhidharma. On le reconnaît à sa robe rouge. Et évidemment, il y a un profond contraste entre le rendu de cette robe, qui procède d'un pinceau très elliptique, et au contraire, un visage extrêmement réaliste, presque d'un réalisme photographique, et pour lequel le peintre a utilisé le fusain et l'encre. Vers le milieu du XIXe siècle, la Chine connaît de profonds bouleversements. C'est une période de conflits, avec notamment la rébellion des Taiping qui embrase le centre de la Chine et puis sur le littoral, les guerres de l'opium. Et donc les créations inspirées par l'épigraphie vont avoir désormais une signification légèrement différente. Et nous en avons un exemple avec ces œuvres qu'on appelle les peintures Bapo, les 8 brisées. On retrouve ici un grand nombre d'objets qui sont des objets fragmentaires. Ils peuvent être brûlés, déchirés, pliés ou encore rongés par les insectes. Et ils forment une composition très savante, très innovante, dans laquelle on peut aussi essayer de lire l'évolution des temps. Alors ici, nous avons une sorte de paire avec de chaque côté des types d'objets qui se répondent. Tout en haut, eh bien, nous avons les fameux bronzes antiques, les bronzes si importants, si vénérés dans la tradition chinoise. Et juste en dessous, eh bien, on a aussi la peinture qui occupe un rôle très important parmi les arts. Puis enfin, eh bien, il y a ce moment qui correspond justement à cette accumulation d'objets brisés. Alors si on les regarde de plus près, on voit qu'il y a beaucoup d'objets qui sont des objets qu'on pourrait appeler des objets de lettrés. Ils font partie de cette culture matérielle avec par exemple des pages de livres ou encore des manuscrits ou encore des estampages. Mais ici, on a aussi une surprise, celle de voir parmi ces objets de lettrés de simples tickets. Par exemple, un ticket de tramway, qui est un ticket de tramway de la ville de Tianjin, une compagnie de tramway qui a été créée en 1906. Donc, on voit qu'on est dans un moment très précis qui n'est pas du tout un moment anodin de l'histoire de la Chine, puisque nous sommes à la fin de la dynastie des Qing, qui va se terminer pour céder la place à une république en 1912. Et qui dit république dit aussi fin de cette longue période impériale qui a duré donc plus de 2000 ans. Et comme pour signifier ce changement, nous avons un petit fragment de papier avec l'écriture mandchoue. Or, la dernière dynastie était la dynastie qui était dirigée par les Mandchous. Donc c'est véritablement la fin d'une époque
dont on peut lire le portrait en filigrane à travers cette accumulation d'objets fragmentaires. À la fin du XIXe siècle, avec la révolution des transports, la possibilité de voyage au long cours se développe. Et désormais, nous avons des savants occidentaux qui vont se rendre en Chine et inversement des lettrés chinois qui se rendent en Occident. L'un des plus célèbres d'entre eux, c'est le haut fonctionnaire Duanfang, chargé d'une mission en Occident et qui, sur le chemin du retour, va faire une halte au Caire. Et ce passionné d'antiquité va évidemment jeter un regard plein de curiosité vers l'antiquité égyptienne. Il acquiert plusieurs objets, les ramène en Chine et une fois sur place, il fait faire une copie de cette stèle, une copie en ciment qui va lui permettre d'éditer un grand nombre d'estampages et de les diffuser au sein de tout son réseau. Alors, ce qui est fascinant, c'est de voir justement comment cette culture si ancienne de l'estampage fait que ça reste l'outil par excellence de compréhension du passé, quand bien même ce passé ne serait pas le passé chinois. Par contre, ici, quelque chose qu'il faut aussi garder en tête, c'est qu'on a toujours considéré que l'estampage était une empreinte prise sur l'original, donc une empreinte authentique. Or ici, le jeu est légèrement faussé parce que le collectionneur fait réaliser une copie pour pouvoir ensuite éditer des estampages en grand nombre et ce faisant, le copiste commet des erreurs et ici effectivement sur cette stèle, elles sont nombreuses aussi bien dans la représentation des personnages que dans l'inscription. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, nous avons quelques sinologues français qui se rendent en Chine. Ils vont pouvoir justement mettre leur pas à l'intérieur des empreintes des lettrés chinois et justement se rendre sur ces fameux sites, comme par exemple le site du Wuliangzi, dont le français Édouard Chavannes est le premier à réaliser des photographies. La photographie, bien sûr, est un moyen formidable de découvrir les sites antiques et plus particulièrement les objets. Mais cela n'empêche pas les sinologues, et en particulier Chavannes, d'acquérir des estampages et même de recruter des personnes capables de faire des estampages qui vont l'accompagner au sein de ses voyages. Ici, nous avons quelques photographies qui représentent ces sites très célèbres, comme le site du Wuliangzi, le mont Taishan ou encore les grottes bouddhiques de Longmen. Et puis, Chavannes aura des élèves aussi très célèbres. Parmi eux, on compte Henri Maspero ou Victor Ségalen. Et le cas de Victor Ségalen mérite d'être cité puisqu'on voit qu'au-delà de la recherche archéologique, au-delà de l'entreprise savante, il y a toujours une inspiration réelle et des créations nouvelles. Et dans le cas de Ségalen, ce seront des créations poétiques puisque l'un de ses recueils de poèmes les plus célèbres s'intitule justement Stèle et qu'il est inspiré jusque dans la forme même du livre par la forme des stèles chinoises. Au terme de notre parcours, nous allons à la rencontre d'un artiste majeur, un grand peintre moderne qui a été inspiré par les inscriptions antiques. Alors il s'agit de Huang Binghong. Huang Binghong a été un collectionneur passionné de sceaux antiques. Il en avait près d'1 millier dans sa collection. Et ici, dans notre exposition, nous avons justement un de ces fascicules sur lesquels on trouve l'empreinte de ces sceaux anciens. Alors, on remarque qu'à côté de sceaux classiques avec des caractères écrits, il y a aussi des sceaux qui représentent des images. Et le rapport entre le caractère ancien et l'image, entre le signe et l'image, c'est quelque chose de tout à fait fondamental pour comprendre l'art de Huang Binghong. En
En effet, dans la même salle, eh bien, nous avons un ensemble de 6 rouleaux qui représentent des copies d'inscriptions sur bronze. D'une manière très patiente, mais aussi très vivante, l'artiste a copié ces inscriptions sur bronze. Et on peut dire qu'il ne l'a pas fait à la manière d'un calligraphe. Il n'a pas tracé les caractères, mais il les a vraiment dépeints à la manière d'un peintre, avec beaucoup de sensibilité. Et la raison, il s'en est expliqué lui-même, c'est que justement, il savait que derrière les inscriptions les plus anciennes, il y avait des images. Que derrière le signe, il y avait l'image, et il cherchait justement à capter l'image sous-jacente et à s'en inspirer dans sa peinture. Et c'est justement en essayant de capter les sources de ces images primordiales qu'il a pu renouveler en profondeur l'un des genres les plus importants, les plus anciens de la tradition chinoise, le paysage. Alors nous avons ici retenu juste 3 peintures de paysages de Rambirong qui sont toutes datées des dernières années de sa vie. C'est un petit peu son testament artistique que l'on entrevoit avec ces paysages. Et ils sont tous les 3 d'une facture un peu différente. Le premier, il est d'une grande simplicité. On a juste 2 tonalités d'encre, l'une très foncée, l'autre plus claire, grisée. Et finalement, c'est le jeu entre ces 2 tonalités qui permet de faire naître un paysage elliptique que certains qualifient d'impressionniste. Et puis à côté, nous avons un paysage qui est aussi monochrome, mais très différent. Ici, c'est vraiment le rythme qui domine. Et le rythme va même aller jusqu'à la saturation en encre d'une partie de la composition. Et c'est ce qu'on appelle les paysages noirs de Rambirong, une forme de création particulièrement célèbre qu'il a pratiquée à la fin de sa vie. Et puis enfin, l'œuvre qui conclut notre parcours, c'est un grand paysage, une forme d'art plus complexe, puisque ici, les couches d'encre et les couches de couleurs se sont succédées et elles se sont ensuite imbriquées d'une manière tout à fait extraordinaire qui a permis de faire disparaître, d'abolir les lignes classiques du paysage qui auraient pu donner une idée de sa structure. Non, ici nous sommes en face d'une forme de surface très riche, très dense, avec juste ici ou là quelques trouées de lumière au sein desquelles eh bien, il a niché des personnages ou bien un petit pavillon. Et cette œuvre, elle est accompagnée d'une longue inscription tout à fait étonnante. L'artiste commence par parler de son art et puis ensuite il évoque la nature, la place de l'homme dans la nature en termes taoïstes, avant de rappeler un petit peu les devoirs de l'homme en termes confucéens. Donc nous sommes replacés à l'intérieur de la culture chinoise et, surprise, le peintre conclut ce long commentaire par une référence à la science et la philosophie occidentale, dont l'art occidental, selon lui, serait le prolongement, la continuation. Donc on a la surprise de voir que ce grand peintre de la modernité chinoise, dont l'art est profondément plongé dans le fond chinois, son écriture en particulier, eh bien ici lève les yeux et regarde autour de lui et s'intéresse à une autre tradition qui est la tradition occidentale. Donc c'est quelque chose de tout à fait intéressant de voir cette démarche en ce milieu de XXe siècle. Nous sommes arrivés au terme de notre exposition et donc j'espère que vous avez pu mesurer comment, eh bien, en suivant tous ces lettrés chinois, on peut découvrir quelques éléments fondamentaux
de la culture chinoise, la place centrale qui occupe le signe écrit, et en même temps voir comment cette culture a connu au XVIIIe et au XIXe siècle un grand mouvement de renaissance, et ce mouvement était encore assez peu connu il y a à peine quelques années, et aujourd'hui c'est véritablement une manière de partager la recherche en cours dont nous avons pu bénéficier avec cette exposition montée avec le musée du Zhejiang. Donc il existe encore un contrepoint à cette exposition à l'intérieur des collections permanentes du musée Tchernouski qui nous permet de comprendre qu'aujourd'hui encore, au XXIe siècle, eh bien, les inscriptions anciennes, la technique de l'estampage continuent d'inspirer les artistes contemporains. Et donc je vous invite, si vous êtes de passage au musée Tchernouski pour voir cette exposition, à ne pas manquer ces créations contemporaines. Merci beaucoup.